Bienvenue à ce rendez-vous politique de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord. Mon nom est Sandra Rossignol. Je suis la vice-présidente exécutive et directrice générale. C'est un honneur pour nous d'accueillir aujourd'hui l'honorable Erin O'Toole, chef de l'opposition officielle du Canada. Permettez-moi d'entrée de jeu de saluer les partenaires annuels de la Chambre de commerce, Rio Tinto, la MRC du Fjord du Saguenay et Ville-Saguenay. Merci également à nos partenaires de l'événement, le partenaire présentateur GL Avocat, merci d'être là, ainsi que le bureau de Richard Martel. J'invite maintenant M. Carl Laberge, qui est président de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord et PDG de Port-Saguenay, à vous adresser quelques mots. Bonjour Sandra, merci beaucoup. Bonjour à tous. J'aimerais tout d'abord saluer les maires, tous les élus qui sont présents aujourd'hui avec nous. J'aimerais aussi saluer les représentants des chambres de commerce du Lac-Saint-Jean avec qui on travaille main dans la main au sein de notre regroupement régional. Des salutations aussi toutes spéciales à mes collègues qui sont membres du conseil d'administration de la Chambre de commerce. Donc, c'est un véritable privilège pour nous de recevoir aujourd'hui le chef de l'opposition officielle du Canada. Je pense qu'on est une des premières régions qui visite dans le cadre de cette tournée-là au Québec, donc on est bien honoré de ça. C'est peut-être pas étranger à la présence de son lieutenant politique au Québec, M. Martel, dans notre région. Donc, merci aussi, Richard, d'être là. Donc, c'est une opportunité pour nous autres aujourd'hui d'en savoir plus sur votre vision du développement économique, mais plus particulièrement sur les questions qui vont toucher notre région. Et puis, c'est une occasion aussi de pouvoir vous poser vos questions, nous poser vos questions. Le contraire, vous posez nos questions. Donc, comme vous le savez, les chambres de commerce, c'est des vecteurs de communication qui sont importants pour faire valoir les intérêts de notre région. Alors, c'est une belle opportunité. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Sandra? Merci, Carl. J'aimerais vous présenter maintenant notre partenaire de cet événement, l'avocat maître Jean-Nicolas Larouche, avocat chez GL Avocat. Alors, à toi, Jean-Nicolas, merci d'être là. Merci, Mme Rossignol. Oui, mon nom est Jean-Nicolas Larouche. J'aimerais saluer M. O'Toole qui est présent aujourd'hui. Juste une petite présentation de notre cabinet. GL Avocat est un cabinet qui offre des services principalement en droit des affaires, donc tout ce qui concerne fusion, acquisition, incorporation, relations entre actionnaires. Nous avons également un créneau en litige civil, droit de la construction, municipal en passant par le familial. Je vous dirais qu'on travaille principalement plus vers la prévention des litiges, ce qui englobe rédaction de contrats, gestion de risques, négociation, le tout de manière à prévenir la judiciarisation de vos dossiers. Pour l'événement d'aujourd'hui, évidemment, GL Avocat est très fier de pouvoir être partenaire parce que vous savez, en tant qu'entrepreneur, c'est tellement important qu'il y ait un canal de communication entre les entrepreneurs et les dirigeants politiques de manière à faire valoir leurs besoins, leurs demandes, le tout dans le but d'encourager l'économie régionale. En ce sens, GL Avocat vous souhaite un excellent webinaire. Merci. Merci, Maître Larouche. Et merci à votre bureau d'avocat d'être partenaire. Ça fait plaisir. Maintenant, le plaisir de vous présenter M. Erin O'Toole. Il a toujours été au service des gens. Il est né à Montréal. Il a grandi dans une famille de classe moyenne à Bowmanville, en Ontario. Il s'est engagé dans l'aviation royale canadienne à l'âge de 18 ans. Il a étudié au Collège militaire royal et par la suite, il a voyagé partout au Canada. Il a participé à des missions de recherche et sauvetage à bord d'hélicoptères Sea King. Il a appris le français au sein des forces. Après 12 années de service, M. Erin a quitté les forces armées et a passé les 10 années suivantes comme avocat d'affaires dans le secteur privé. Il a été élu pour représenter la circonscription de Durham à 3 reprises. Une première fois lors d'élections partielles en 2012, puis en 2015 et ensuite en 2019. Il a été secrétaire parlementaire du ministre du Commerce international avant de devenir ministre des Anciens combattants. Après avoir été ministre du cabinet fantôme responsable des affaires étrangères pendant 2 ans, il est maintenant le chef des conservateurs du Canada. Accueillons l'honorable Erin O'Toole. Merci beaucoup, Sandra et Carl et Jean-Nicolas aussi. Bonjour tout le monde et merci pour l'opportunité aujourd'hui. Merci aux membres de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord de m'avoir invité à m'entretenir avec vous aujourd'hui.
Cette rencontre se déroule dans le cadre d'une tournée virtuelle que j'effectue à travers le Québec. J'ai une journée bien remplie, des interviews à la radio ainsi que des entretiens avec des dirigeants et des travailleurs de Rio Tinto et du secteur de l'industrie de bois. Je préfère les réunions face à face, bien sûr, mais j'espère qu'on va avoir des réunions en personne bientôt. Pendant ma tournée virtuelle, je vais essayer les nourritures locales comme BBQ Saint-Ambroise avec leurs fameuses toujours de bonne humeur. Les gens du Saguenay ont également leur franc-parler, tout comme votre député Richard Montel, mon ami, mon lieutenant qui parle avec son cœur. Le Saguenay est aussi l'une des seules régions du Québec à posséder un drapeau régional comme un sentiment d'appartenance et de fierté. Vous êtes aussi fiers d'être Québécois. On le sent. Moi, je suis fier d'être Canadien qui était né au Québec et j'ai grandi en Ontario. J'ai habité à travers le pays pendant mon service dans les Forces armées canadiennes aux côtés des Québécois extraordinaires. J'ai toujours défendu la vision d'un Canada fondé sur deux nationalités, l'une française, l'autre anglaise, avec un partenariat avec les Premières Nations. J'ai toujours respecté la nation québécoise et l'identité québécoise. L'approche conservatrice envers les enjeux sociaux, politiques, économiques ou identitaires du Québec est très simple. Comme vous, je n'apprécie pas les discours paternalistes d'Ottawa. Le gouvernement fédéral doit agir en partenaire, non pas en paternaliste. Je suis le candidat de l'unité et du respect, non pas de la division. Toutefois, il faut bien l'admettre, la dernière année a été très difficile à travers le pays. Présentement, l'un des principaux enjeux est la livraison des vaccins. Chez moi, il s'agit d'une véritable obsession. Le déploiement des vaccins permettra aux Canadiens de se relever de la pandémie. Pendant ce temps, M. Trudeau pense aux élections. Malheureusement, ce n'est pas nouveau. Heureusement, il existe des gens persévérants comme vous qui traversent des tempêtes de cette pandémie et particulièrement dans le Saguenay, des tempêtes de neige aussi. Après la crise sanitaire et économique, on doit avoir une relance économique dans chaque secteur de notre économie et dans chaque région de notre pays. Ce n'est pas le temps de réimaginer l'économie, comme a dit M. Trudeau. Pour moi, c'est le temps d'agir en partenariat avec les secteurs privés, les PME, nos Premières Nations et nos syndicats. Les gens veulent du travail. Ils veulent regagner leur vie. Pour moi, c'est une mission à accomplir. Ma ville natale, Bowmanville, en Ontario, est une ville des travailleurs. Mon père travaillait à l'usine General Motors quand j'étais jeune. Je respecte les gens qui travaillent fort. Les emplois manufacturiers sont importants pour les régions et les banlieues. Un emploi pour un père ou une mère est primordial pour le bien-être d'une famille. Les familles fortes sont essentielles pour le bien-être de nos communautés. Comme moi, vous avez soif de développement économique. Les libéraux ne comprennent pas que ce sont les entreprises qui maintiennent les régions économiquement. Plusieurs projets sont malheureusement en attente ou
ont tout simplement été abandonnés en raison d'une idéologie libérale ou une préférence de M. Trudeau pour les grandes villes. Le gouvernement fédéral doit investir davantage au Saguenay sur les priorités locales et les emplois pour les Saguenayens. Nous allons investir là où les libéraux vous ont laissé tomber. Par exemple, le port de Saguenay à Grande-Anse joue un rôle central dans la croissance économique de la région. Selon moi, il est tout à fait possible d'encourager la croissance économique tout en respectant l'environnement. La cause environnementale ne devrait jamais nuire à la prospérité économique d'une région. Même le secteur touristique du Saguenay bénéficie des installations portuaires. Chaque été, des centaines de navires de croisière internationale y jettent l'ancre, transportant avec eux des milliers de visiteurs. Vous êtes aussi des visionnaires. Par exemple, la grande majorité de la population saguenayenne est favorable au projet GNL Québec. Cette initiative générera d'importantes retombées économiques locales tout en permettant au Canada de réduire ses gaz à effet de serre. Nous devons aussi faire confiance dans les nouvelles technologies et l'innovation. Je sais qu'il y a toujours des améliorations à faire, cependant, c'est à long terme qu'on va y arriver. Votre avenir est important et on doit travailler ensemble pour un meilleur futur. Pour terminer, un véritable chef d'État, c'est quelqu'un qui est dédié au service de ses citoyens. Je suis dédié depuis l'âge de 18 ans quand j'ai rejoint les forces armées canadiennes. Je veux un Canada plus fort, plus prospère et plus uni. Je sais qu'un gouvernement conservateur sera à vos côtés. Nous travaillerons ensemble pour défendre les travailleurs, leurs familles et les communautés à travers le pays. Je sais aussi que nous sortirons de cette crise encore plus fort. C'est ma mission de rebâtir l'économie pour protéger notre avenir. C'est aussi celle de Richard et de toute l'équipe conservatrice. Nous allons agir pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean et nous allons agir pour le Québec et le Canada. Merci beaucoup et j'ai hâte de parler sur vos priorités. Merci beaucoup, M. O'Toole. C'est rassurant de voir que l'économie est une priorité pour vous. Nous avons des questions. Dans un premier temps, je vais laisser la parole à notre président, Carl Laberge, qui a dû recevoir votre message de façon très positive. Alors, Carl, je te laisse poser quelques questions et ensuite, ce sera au tour de Simon McNicol. Et par la suite, je vais vous partager les questions de nos membres. Ça commence à arriver, là, M. O'Toole. Alors, à toi, Carl. Merci beaucoup, Sandra. Effectivement, merci beaucoup, M. O'Toole, pour votre introduction, votre discours. Très intéressant, effectivement, la vision que vous avez là, sur l'importance du corridor de commerce exceptionnel qu'on a ici au Saguenay avec l'utilisation du Saguenay comme corridor maritime. Vous comprendrez que, comme président-directeur général de l'administration portuaire, je suis en parfait accord avec ce que vous venez de dire. Ma première question, vous en avez touché un peu, là, mais j'aimerais ça vous entendre parler un petit peu plus en détail sur votre vision par rapport à la relance économique, par rapport à la situation où on est actuellement. J'aimerais en savoir un peu plus sur votre vision par rapport aux priorités que vous avez comme formation politique, au niveau de la relance. Est-ce que ça devrait plus s'orienter, par exemple, par des investissements gouvernementaux dans les infrastructures? Est-ce qu'on devrait miser plus sur
des investissements privés, puis essayer de favoriser ces investissements privés-là, injecter de l'argent encore je dirais, donner de l'argent aux familles ou si des secteurs d'activité aussi au niveau économique que vous priorisez, vous voyez comme priorité? Merci, Carl, pour la question. C'est ma priorité, la relance économique dans chaque secteur, dans chaque région de notre pays. Maintenant, en pleine d'une pandémie, la deuxième vague, on doit cibler sur les vaccins. Il n'y a pas un approvisionnement suffisant des vaccins maintenant, malheureusement. Mais après le vaccin, on doit cibler sur la relance économique, mais dans une manière claire et ciblée. Ce n'est pas le temps de réimaginer notre économie, comme M. Trudeau a dit. On doit travailler en étroite collaboration avec les chambres de commerce, avec le secteur privé, avec les syndicats pour la relance économique. Et particulièrement, on doit avoir un plan pour travailler avec les Américains. Et ça serait une priorité pour moi parce que pour l'aluminium, l'acier, l'auto, bois d'œuvre, on doit avoir accès à un marché très important pour notre économie aux États-Unis et en même temps avoir des investissements pour la relance économique. Les ports, les chemins de fer, les aéroports sont très importants pour l'accès au marché, pour l'économie et on doit avoir les politiques aussi pour les PME parce qu'il y a des PME en crise maintenant à cause de la pandémie et on doit avoir des prêts et des programmes spécifiques pour les PME parce que 60% des Canadiens travaillent dans une petite ou moyenne entreprise comme vos membres. Donc, on va avoir une politique spécifique pour les PME et pour les travailleurs parce que les conservateurs, nous sommes le seul parti à Ottawa en faveur, fier de nos ressources naturelles, fier de le secteur d'aluminium et l'acier, d'auto, les usines en Ontario et au Québec. Ce matin, j'ai eu une réunion avec Rio Tinto, mais aussi une réunion avec les dirigeants des syndicats aussi, parce qu'on doit travailler ensemble et c'est ma priorité, la relance économique, les emplois dans les régions aussi. Merci beaucoup pour votre réponse. C'est intéressant d'entendre ça dans le contexte de l'industrie et de l'économie régionale. Autre question un peu sur variation sur thème, je vais l'appeler comme ça. Donc, au niveau de vous savez que la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean est une grande région industrielle. On a des alumineries, entre autres, là, qui produisent l'aluminium le plus vert au monde actuellement, mais qui ne le font pas sans produire de gaz à effet de serre, malheureusement. La technologie n'est pas encore au point. C'est vrai dans plusieurs autres industries. Donc, il y a quand même une concentration d'émissions qui est quand même importante, étant donné le secteur industriel. On vise aussi à développer certains projets industriels dans le futur aussi. On a cette possibilité-là au Saguenay. On voit que le gouvernement fédéral a annoncé une taxe carbone au Canada. Au Québec, on a notre propre système de plafonnement et d'échange, mais quand même, il y a une influence sur le marché par rapport à tout ça. Comment est-ce que vous voyez que les entreprises d'ici peuvent rester compétitives dans le marché mondial, étant donné qu'on est dans une compétition mondiale au niveau de la production manufacturière, dans le contexte du Canada qui vient poser des limites qui sont peut-être un peu plus importantes ou des limites, une taxation qui peut être plus importante que dans d'autres pays, puis en même temps, on veut continuer à être fort, à être compétitif, puis réussir à attirer de l'industrie. Merci, Carl. Vous êtes correct. On a l'aluminium le plus vert au monde. Je suis fier de ça. Et ce matin, Richard et moi, on a eu une réunion sur le projet ELYSIS, un projet de réduire les émissions
dans les usines, les smelters. Et c'est avec la technologie qu'on va réduire les gaz à effet de serre. Et c'est pourquoi le taxe sur le carbone est injuste. Il n'y a pas une taxe, un prix sur le carbone aux États-Unis. Et c'est pourquoi on a perdu les emplois et les investissements aux États-Unis. On a shift les émissions, pas annulé les émissions. Et les usines dans le Saguenay et à Kitimat, en Colombie-Britannique, sont les plus verts au monde. Et on doit avoir une alliance entre les États-Unis et le Canada contre l'aluminium et l'acier chinoise. Parce que la Chine ne respecte pas les accords comme Paris, comme Montréal, et il y a une intensité de carbone très élevée avec l'aluminium chinoise entre l'aluminium québécois. Donc, on doit avoir des politiques avec les autres pays démocratiques d'équilibrer le terrain pour le commerce international entre le Canada, les États-Unis, l'Australie et la Chine. Ça serait une priorité pour moi. Et je suis très expérimenté parce que j'ai travaillé dans le secteur privé pour une grande entreprise à Procter & Gamble sur les enjeux comme ça avant ma carrière en politique. Selon moi, c'est le temps, après une crise sanitaire et économique, pour sur les enjeux pour notre économie, pas totalement ciblé comme M. Trudeau sur les photos et la publicité. C'est le temps pour un gouvernement sérieux et c'est pourquoi nous sommes en train de créer une plateforme politique spécifique pour l'économie québécoise et je suis fier de mon lieutenant québécois, Richard Martel, qui est en charge de ça. Merci beaucoup. Je vais céder la place. Il y a d'autres personnes qui ont des questions. Sandra, je vais te céder la parole. Merci beaucoup, M. O'Toole, pour les réponses. Très apprécié. Merci, merci Carl. On a plusieurs questions du public. Je vais poser la question tout d'abord du maire d'Alma, Marc Asselin. Monsieur O'Toole, Monsieur Asselin demande quelle est votre position concernant l'escadron de drones militaires à la base de Bagotville? Avec cette acquisition, nous aurions une synergie exceptionnelle avec le Centre d'excellence des drones en développement civil et commercial à Alma et pour l'aéronautique au Québec. Alors, Monsieur O'Toole... Merci, c'est une question excellente pour moi comme un ancien combattant, un ancien membre de forces aériennes. Je suis fier de nos familles militaires dans le Saguenay, à la base militaire à Bagotville. Et on doit avoir les drones militaires localisés là-bas. J'ai dit ça l'année passée, parce qu'on a la capacité à une communauté ouverte et le secteur privé, les collèges et l'université qui sont être les partenaires pour les projets comme ça, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités pour nos forces armées, mais aussi pour le secteur privé. Aussi, comme un ancien navigateur sur les hélicoptères Sea-King, c'est le temps d'acheter les avions de chasse pour nos forces armées, pour les officiers à Bagotville et à Cold Lake. C'est le temps. C'est totalement inapproprié pour le gouvernement de M. Trudeau d'acheter les anciens avions de chasse australiens. C'est embarrassant actuellement, parce qu'on doit donner l'équipement nécessaire pour le job. Et on a les pilotes, les soldats les
plus expérimentés au monde et on doit donner l'équipement nécessaire. Et il y a une opportunité à Bagotville d'avoir un centre d'excellence pour les drones militaires. Alors, j'espère que ça répond à votre questionnement, M. Asselin. Une autre question maintenant de Daniel Giguère. Vous avez parlé d'environnement tout à l'heure, d'énergie renouvelable. Monsieur Giguère œuvre dans les énergies renouvelables. Donc, le président Biden a confirmé des investissements majeurs aux États-Unis dans le développement des énergies renouvelables. Comme futur premier ministre, avez-vous l'intention de supporter le développement de l'énergie solaire et éolienne au Canada? Oui, merci pour la question. On doit avoir la génération pour l'électricité par, bien sûr, hydroélectricité, mais aussi par les autres renouvelables aussi. Aussi, je suis en faveur de la nucléaire aussi parce qu'il y a zéro émission de gaz à effet de serre avec ça et on doit travailler d'éliminer la charbon parce que c'est mauvais pour produire l'électricité. C'est un autre exemple de mon expérience dans le secteur privé. J'ai travaillé pour 2 cabinets d'avocats montréalais, mais à Toronto, Stikeman Elliott et Heenan Blakey. Et j'ai travaillé sur les projets renouvelables en Ontario. Et c'est important d'avoir un mix dans notre énergie. Bien sûr, hydroélectricité, mais solaire et les autres aussi, particulièrement parce qu'on doit avoir un plan sérieux de mettre nos cibles de Paris. Et on va annoncer notre plateforme politique sur l'environnement avant la prochaine élection. Et pour la première fois, probablement depuis Brian Mulroney, on va avoir une politique sérieuse, ciblée sur les émissions et sans une taxe sur le carbone fédérale. Et c'est pourquoi je vais respecter les programmes par les provinces, incluant le programme avec la Californie et le Québec, mais aussi le gouvernement fédéral doit avoir les programmes pour les grands émetteurs et des investissements dans les technologies. Merci beaucoup, M. O'Toole. Vous savez, pour nous, à la Chambre de commerce, très important de donner la voix, le micro à nos jeunes, qui est de leur donner l'accès aux politiciens. Alors, c'est la relève. Alors, j'inviterai notre VP Jeunesse de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Lac-Fjord. Il est directeur certification chez Raymond Chabot Grant Thornton. Simon McNicol, à vous poser quelques questions. Merci beaucoup, Sandra. Bonjour, M. O'Toole. Je suis extrêmement heureux d'être ici en tant que porte-parole de la jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, ma première question porterait sur l'équilibre budgétaire. En fait, à la suite des nombreuses mesures d'aide occasionnées par la pandémie, comment prévoyez-vous retrouver un équilibre budgétaire et quelles seraient les mesures concrètes pour y parvenir? C'est une question importante parce que après la pandémie, on a un déficit de 400 milliards de dollars. C'est incroyable, en fait. Et on doit avoir un plan de réduire les dépenses fédérales, mais dans une manière juste et équitable parce que après la pandémie, probablement, on va dépenser plus d'argent pour aider les PME, par exemple, pour aider les entreprises aériennes et touristiques, parce qu'il y a plusieurs des PME près de faillite maintenant. Et probablement pour la prochaine 2 ou 3 ans, on doit avoir les programmes spécifiques pour sauver les PME et les secteurs en crise. Mais
avec un plan, cela prendra probablement une décennie de trouver un équilibre tout en ciblant les emplois. Parce qu'après la prestation canadienne d'urgence et les programmes d'urgence, les Québécois, les Canadiens vont avoir les emplois. Pas d'emploi, on va avoir un niveau de chômage très élevé et beaucoup de pression sur les dépenses fédérales aussi. Et j'ai eu une excellente réunion avec le Premier ministre Legault en septembre et on a parlé sur la relance économique, la création de richesses, l'opportunité dans les régions. Et c'est pourquoi nous sommes en train d'attirer les relations avec les syndicats pour la première fois pour notre parti, les partenariats avec les entreprises et le secteur privé, parce qu'on doit travailler ensemble pour la relance économique. Et comme j'ai dit, dans chaque secteur, dans chaque région, pas juste les emplois qui M. Trudeau aime. On doit donner une opportunité pour toutes les familles canadiennes de travailler fort pour leurs enfants et avec beaucoup d'opportunités, avec beaucoup d'investissements par le secteur privé, ça serait possible d'équilibrer le budget après une décennie. Parfait, merci beaucoup pour la réponse. Ma deuxième question va porter sur l'Internet haute vitesse. C'est extrêmement important pour nous dans la région, l'Internet, pour retenir les jeunes dans la région. Donc, comment pensez-vous rendre accessible l'Internet haute vitesse dans les milieux ruraux? C'est un enjeu très important. J'ai Richard Martel, Chicoutimi-Lafiard et Richard Lehu dans le Beauce. Et chaque jour, l'Internet haute vitesse est une priorité parce qu'il n'y a pas d'accès suffisant dans les régions. Au Québec, c'est la même chose dans les régions en Ontario aussi. Et c'est pourquoi j'ai eu des réunions avec les grandes entreprises comme Bell et comme les autres pour trouver des politiques pour travailler ensemble sur ça. Parce que pour les régions, pour les communautés rurales, on doit avoir un programme d'assistance où il n'y a pas un marché pour le secteur privé. C'est simple dans les grandes villes, mais dans les régions, on doit avoir des prêts, des fonds spécifiques par le gouvernement fédéral parce qu'on doit apprendre des leçons de la pandémie et c'est injuste d'avoir une division numérique entre les grandes villes et les régions. Pour les PME, pour les industries et pour les familles. En pleine pandémie, on a besoin de l'Internet haute vitesse pour l'école. Et c'est pourquoi on va annoncer une politique spécifique sur ça avec un partenariat avec le secteur privé, avec peut-être les municipalités et les Premières Nations aussi. Merci beaucoup pour votre réponse. Monsieur O'Toole, j'ai deux questions qui concernent la politique navale canadienne, la Davie. Alors, une question de Jacques Grimard et aussi de Richard Tremblay. Je vous donne en rafale les deux questions. Alors, Jacques Grimard, quelle est votre position sur les politiques navales canadiennes pour le Québec? Et Richard Tremblay de Charles-Paul, qui est un des fournisseurs de la Davie, pose la question suivante. Comme nous savons, le gouvernement a besoin de remplacer en urgence le brise-glace polaire Louis-Saint-Laurent. Seule la Davie a la capacité de débuter maintenant et de livrer dans les délais les coûts prévus. Que pensez-vous faire pour que le Québec ait sa juste part? Merci, Jacques. Merci, Richard. C'est une autre question appropriée pour un ancien combattant. J'ai servi
avec la marine, avec les hélicoptères Sea King. Et en fait, j'ai aidé à sauver le chantier Davie comme un ministre dans le gouvernement conservateur, le gouvernement de M. Harper, parce que personnellement, j'ai lutté à côté de Stephen Blaney pour le chantier Davie et pour le contrat Astérix. Et c'était important à ce temps-là pour le chantier Davie. Et en fait, dans les premières semaines du gouvernement Trudeau, le cabinet de M. Trudeau a essayé d'annuler le contrat avec le chantier Davie. C'était le scandale de Admiral Mark Norman et c'était un autre exemple d'une approche sans respect pour le Québec. Parce que je suis fier de le chantier Davie et on a besoin d'un centre d'excellence pour des brise-glaces. C'est très important pour le Saguenay, le port Grand'Anse. On doit avoir plus de capacité pour nos brise-glaces, pour l'économie canadienne, pour notre souveraineté dans l'Arctique. Et j'ai des politiques maintenant pour ça, l'Arctique et pour l'approvisionnement naval. Et le chantier Davie est important. J'ai des bonnes relations avec Davie et on a déjà travaillé avec le chantier comme un ministre dans l'ancien gouvernement conservateur. Comme premier ministre, je vais travailler encore avec le chantier Davie. Merci, M. O'Toole. J'ai une question de Jean-Sébastien David, chef des opérations chez Ariane Phosphate. La question est la suivante. Comment un gouvernement conservateur va-t-il supporter les projets miniers canadiens se classant dans la catégorie des métaux critiques et stratégiques pour l'Amérique du Nord? C'est un autre exemple d'une opportunité pour le Canada. Si on va avoir un gouvernement sérieux pour un changement. Les minéraux stratégiques, critiques, l'énergie, bois d'œuvre, l'acier, l'aluminium, on a des produits les plus verts au monde. On a les produits et des processus les plus transparents au monde. On a les meilleurs partenariats avec les Premières Nations, les Autochtones au monde. Et le Canada, on respecte les droits des personnes. Pas comme la Chine. Hier, on a eu un débat sur un génocide en Chine contre les Ouïghours. Et c'est pourquoi les Américains, les Canadiens et l'Australie, probablement, on va essayer de changer les Olympiques entre Beijing et un autre pays. C'est parce que c'est inapproprié d'avoir un Olympique en pleine d'un génocide en Chine. Et on doit avoir la même approche sur le commerce international. Et on a une opportunité maintenant chez nous de promouvoir les industries canadiennes, les ressources naturelles canadiennes avec un programme de net zero, carboneutralité, avec un partenariat avec les Premières Nations et les syndicats. Mais on doit corriger nos relations avec les États-Unis parce qu'on doit travailler ensemble sur ça. Et c'est pourquoi on doit avoir la même approche que les États-Unis sur la Chine, sur Huawei, sur l'acier, sur l'aluminium et transshipment. J'ai eu des conversations sur ça ce matin avec Rio Tinto. Et malheureusement, maintenant, avec 3 administrations américaines, Obama, Trump et Biden, M. Trudeau est le seul membre de 5 lieux, les pays de 5 lieux, les proches alliés des Américains,
en faveur de Huawei. Et on doit bien connecter nos intérêts pour le commerce international avec les intérêts des Américains. Et après ça, on va vendre les minéraux critiques, l'énergie, bois d'œuvre, comme le plus vert, le plus transparent, le plus ESG, environnemental au monde. C'est une opportunité et on doit cibler sur ça. D'ailleurs, M. O'Toole, il y a une question, on peut aller un petit peu plus loin, de Carole Néron du magazine AL13. Le magazine AL13, c'est un magazine spécialisé dans l'aluminium. Et il nous pose la question, justement, est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin? Comment vous voyez la politique d'un gouvernement conservateur face au protectionnisme américain dans l'industrie de l'aluminium? C'est une question appropriée parce que nous venons de créer un comité spécifique sur les relations entre les États-Unis et le Canada, spécifique sur le protectionnisme, la Buy American, et c'était une motion de notre parti. Et en fait, on a travaillé avec les syndicats pour mettre pression sur l'NPD d'appuyer notre motion. Et ce comité va travailler sur l'acier, l'aluminium, les politiques Buy American, les oléoducs, gazoducs comme Keystone XL et Line 5. Line 5, c'est très important pour l'économie québécoise et ontarienne. Et après 5 ans de M. Trudeau, on a perdu sur l'ALENA. On a perdu sur les tarifs sur l'acier et l'aluminium. On a perdu avec la frontière aussi. Et on doit recommencer nos relations avec les Américains. Et c'est pourquoi on a créé ce comité pour cibler sur ça et de travailler avec les provinces, les syndicats, le secteur privé, de lutter contre le protectionnisme de l'administration Biden. Merci beaucoup, M. O'Toole. Je retournerai à Simon McNichol, notre VP Jeunesse, pour une autre question. Merci beaucoup, Sandra. Vous n'avez parlé, M. O'Toole, au tout début. Des fois, les régions, on se sent loin des programmes fédéraux. Donc, comment les régions peuvent-elles retirer leur part des programmes fédéraux qui sont souvent orientés vers les grandes villes? Comment réconcilier la réalité des villes versus les régions? J'ai dit fréquemment, la relance économique doit inclure toutes les régions, tous les secteurs, pour une relance pour toutes les familles canadiennes québécois. Et c'est pourquoi le développement économique doit être un partenariat avec les régions, avec les provinces sur leurs priorités. Et les investissements fédéraux pour l'infrastructure doivent cibler sur la relance économique et sur l'infrastructure importante, comme les ports, comme les aéroports, comme les chemins de fer. Et c'est le temps aussi pour le gouvernement fédéral de se tenir debout pour la loi. Particulièrement, on a vu des blocages illégaux sur les chemins de fer. C'est injuste pour les régions parce qu'on a besoin des chemins de fer pour les exportations, pour les emplois, pour l'approvisionnement. Et M. Trudeau a fait rien pour 3 semaines. Les membres de NPD ont appuyé les manifestants. Et nous sommes le seul parti en faveur des emplois dans les régions. Et les investissements spécifiquement
pour l'infrastructure doit être vite et ciblé sur une amélioration d'accès pour exportation pour les marchés. Et c'est pourquoi j'aime des projets pour les ports, les aéroports, l'accès pour les marchés en Europe, en Asie, et tout en respectant les priorités des municipalités rurales et l'Assemblée nationale. Parfait, merci. Une question de Olivier Lévesque, qui est fiscaliste. Comment le Parti conservateur prévoit-il utiliser la fiscalité pour aider à réduire le déficit budgétaire et alléger le poids de la dette accumulée par la pandémie? Ça rejoint un peu la première question là, de Simon avec son inquiétude là, pour le poids de cette dette sur la jeunesse. Oui, pour la jeunesse, après 5 ans de M. Trudeau, beaucoup de dettes, aucune opportunité. On a un niveau de chômage très élevé, le plus élevé dans le J20 après la pandémie. Et avant la pandémie, on a eu un déficit de 30 milliards de dollars avant COVID. Et c'est pourquoi c'est injuste pour le gouvernement Trudeau de choisir les emplois qu'il aime. Je vais annuler les lois idéologiques comme la loi 69. C'est impossible pour les investissements de réaliser dans un moyen terme avec une loi comme ça. C'est possible d'avoir les investissements dans les régions, dans le secteur des ressources naturelles, tout en respectant l'environnement, mais sans une période de temps prévisible, on va voir une réduire d'investissement à travers le pays. Avant la pandémie, on a vu 160 millions de dollars qui a quitté le Canada à cause des gestes, des lois anti-investissement, particulièrement dans l'Ouest avec l'énergie, mais aussi, après 5 ans, on n'a pas un accord avec les Américains pour le bois d'œuvre. Et malheureusement, c'est mauvais pour les travailleurs dans le secteur forestier. J'ai eu plusieurs réunions avec le secteur forestier. C'est important pour le Québec, pour l'Ouest, pour Ontario. Et on doit avoir un changement de gouvernement, selon moi, parce qu'il n'y a pas une approche stratégique et intelligente par le gouvernement Trudeau. C'est un gouvernement totalement fixé sur les gestes symboliques, sur les photos, sur les belles paroles. Et après la pandémie, c'est le temps pour un gouvernement sérieux, un gouvernement éthique et un gouvernement avec une équipe expérimentée comme Richard et moi avec l'expérience à vraie vie avant notre temps en politique. Merci beaucoup, M. O'Toole. Une question maintenant, ce sont mes préoccupations profondes. Dans mon ancienne vie, j'ai été 15 ans journaliste, alors j'ai une passion pour l'information. Et toute la place des GAFA nous inquiète, comment garder nos médias régionaux. La question est, comment voyez-vous le débat entourant le projet de loi visant à forcer Google et Facebook à négocier des redevances avec les médias canadiens sur l'utilisation de leur contenu journalistique? C'est important d'agir maintenant parce qu'on est inquiet pour la survie de nos médias. Je suis d'accord et nous sommes en train d'examiner l'approche en Australie, en France, contre GAFA et on doit respecter les créateurs de contenu canadiens et d'avoir un terrain équilibre
et équitable entre les géants du web et les créateurs canadiens. Il y a des différences avec notre pays aussi parce que le contenu québécois est très important aussi. L'Australie, les États-Unis, les autres marchés, la France, il y a seulement une langue, une identité. Au Canada, on doit avoir les politiques pour protéger nos deux langues nationales, l'identité québécoise. Et c'est pourquoi on a proposé quelques mesures pour la modernisation des lois des langues officielles. Et c'est pourquoi, avant la prochaine élection, on va lancer une politique spécifique sur GAFA et sur les géants du web parce que c'est injuste maintenant pour les créateurs de contenu canadiens et particulièrement les changements avec notre système de taxes sur les géants de web et les règles pour sauver les médias privés. Parce qu'on veut garder notre journal Le Quotidien dans la région et également tous les autres médias. Alors, c'est important pour nous. Alors, M. O'Toole, merci. Richard Martel, merci beaucoup. Jean-Nicolas, merci beaucoup. On vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à répondre à notre sondage cet après-midi de satisfaction de notre événement. C'est important, on veut s'améliorer toujours et abonnez-vous à notre infolettre. La Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à vous tous. Merci Sandra, bonne journée.